L'objectif du raid Latécoère, c'est d'entretenir la mémoire des lignes aériennes Latécoère et aéropostales et de soutenir des projets culturels ou d'aide tout au long de la ligne. Et pour moi, c'était très intéressant d'aller sur les traces de l'aéropostale et de ses pionniers, de ses héros. Quand vous êtes sur le raid Latécoère, finalement, il faut tout faire, donc c'est ça qui est intéressant. Mais l'intérêt du raid, c'est qu'il y a vraiment des professionnels de l'aviation qui nous encadrent et puis qui assurent la sécurité. On a touché beaucoup d'écoles, beaucoup de gens et beaucoup de pilotes. Et on a bien l'intention que ça se développe et on en parle de plus en plus, et de Latécoère, et de la ligne, et de l'aéropostale. Pierre-Georges Latécoère est un capitaine d'industrie de l'entre-deux-guerres. Il est né en 1883. Il a été, d'un point de vue familial, accompagné pour reprendre en main l'entreprise de son père. Alors en 1914, la guerre éclate. L'armée va lui demander de fabriquer sous licence des avions. En 1918, c'est l'armistice. Pierre-Georges Latécoère, comme beaucoup d'industriels, se retrouve avec des outils et des machines qui participent à l'effort de guerre. Et il est nécessaire pour lui de faire une reconversion. Il s'est tout simplement dit que ces appareils militaires qu'il fabriquait pour l'armée, il peut tout simplement les fabriquer de manière civile, donc non militarisée, sans mitrailleuse, sans bombe. Cette aviation commerciale, il va la construire dans un but précis au départ, c'est-à-dire transporter du courrier. Il faut bien s'imaginer, il faut se remettre dans cette période de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'entre-deux-guerres. Il n'y a pas d'aviation commerciale, on ne transporte pas de passagers, on ne transporte pas de fret, mais pour la Poste, c'est intéressant de transporter du courrier. Il n'y a pas de ligne aérienne, il n'y a pas d'aérodrome en dehors d'aérodromes militaires, les aérodromes civils sont très rares, et il faut tout construire. Donc, c'est vrai qu'on le voit très bien à travers ses archives, il va petit à petit construire cette ligne. Son idée, c'est de rejoindre l'Amérique du Sud. C'est une terre qui mérite d'être commercialement colonisée. Il faut passer par l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est un territoire en partie colonie française, en partie protectorat avec le Maroc. Et donc il se dit construire cette ligne jusqu'en Amérique du Sud, c'est une solution. Ça peut déjà ouvrir le fret postal et pourquoi pas par la suite transporter les passagers. Concernant les difficultés techniques, ces appareils sont d'anciens avions militaires qui ne sont pas du tout faits pour à la fois du transport de courrier ou de fret en général et à la fois pour des longues distances. Le Breguet 14 par exemple n'est pas fait pour transporter du courrier, donc on va rajouter sur ce Breguet 14 des coffres sous les ailes pour pouvoir mettre des sacs de courrier. En même temps, c'est un appareil qui doit voler sur d'assez longues distances. Lorsqu'on va commencer à créer la ligne, on aura Toulouse-Barcelone, puis on va aller vers Casablanca, qui aura souvent des ennuis mécaniques. Donc là aussi, ça va poser problème. Et lorsqu'on arrivera dans le désert, ça sera encore plus compliqué, puisque le moteur du Breguet 14 est un moteur fragile. Alors le problème, c'est qu'on n'avait pas tellement de radio sur les avions. Quand l'hydravion avait une panne et qu'il se posait, il n'y avait plus de radio. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Alors on emportait des pigeons voyageurs et on lâchait les pigeons voyageurs. Alors quand à Oran, on voyait arriver les pigeons voyageurs, on s'est dit il y a une panne. Il y a une panne et alors là on envoyait les bateaux. Alors, il y avait une petite flottille de bateaux, il y avait 2-3 bateaux à Alicante, 2-3 bateaux également à Oran, et on allait rechercher les avions qui étaient perdus en mer et qui étaient complètement... il n'y a aucune communication, les radios. Alors, on peut parler du développement en Amérique du Sud. C'était effectivement le grand rêve de Pierre-Georges Latécoère, puisque dès le départ, il voulait faire une ligne qui allait vers l'Amérique du Sud. C'était une première commerciale. Alors l'aéropostale, donc là on est en 1930, Latécoère avait modifié un avion, l'AT-28, pour le transformer en hydravion, l'AT-28.3, qui a été baptisé Comte de Lavaux. Et on a dit, pour traverser, il n'y a qu'un pilote pour faire ça, c'est Mermoz. Alors c'est une grosse installation, avec des bateaux sur le parcours, avec des relevés goniométriques, et avec des liaisons radio, de façon à suivre absolument l'hydravion piloté par Mermoz. Et cette liaison a été faite donc en une journée, une nuit,
pour arriver. Alors c'était extraordinaire parce que le courrier qui était parti de Toulouse est arrivé 3 jours et demi après à Buenos Aires. C'est extraordinaire. C'est une partie où techniquement il y a eu beaucoup de nouveautés. Le vol de nuit a été développé par Mermoz au départ de Buenos Aires en remontant la côte brésilienne, enfin uruguayenne, brésilienne. Le passage de la cordillère des Andes, le matériel au début n'était pas présent. Hein. Il était incapable de monter suffisamment pour passer la cordillère, donc il fallait que les pilotes attrapent des courants ascendants qui leur permettaient de passer un col, et puis après, il fallait espérer que ça passait bien de l'autre côté. Alors, dans tout ça, il y a eu les progressions, évidemment, beaucoup en aéronautique, et il y a eu des vols qui ont été faits. Alors, nous, les Français, c'était donc plutôt vers l'Afrique et l'Extrême-Orient, parce que il y avait l'Indochine d'un côté, il y avait l'Afrique noire de l'autre, il y avait Madagascar. Le raid de la TECOER fait revivre l'histoire des lignes à TECOER aéropostale et il porte le message de la ligne. À l'ouest, la TMA de Barcelone. Et, bien entendu, qui contribue énormément à propager cette histoire et à la faire revivre et à la faire connaître auprès des jeunes et à donner du courage aux jeunes. Ils décollent, ils se mettent à un niveau contre la croisière, et restent à ce niveau. L'aéropostale, tous les pilotes ont connu et ça les a tous fait rêver, je pense. Et j'ai entendu parler du raid de la TECOER lors de mes études à l'ENAC, justement. Le raid de la TECOER, aujourd'hui, c'est 4 événements majeurs dans l'année. Au mois d'avril-mai, le raid de la TECOER va parcourir les escales sud-américaines des lignes de la TECOER et Aéropostale. Au mois de juin, le raid de la TECOER va à Madagascar. Son objectif, c'est de soutenir des projets d'aide aux écoles, aux associations locales. Au mois de juillet, il est en Europe. Et là, il a pour objectif de faire la promotion du fonds de dotation à la TECOER et de faire connaître le raid de la TECOER. Et enfin, au mois d'octobre, il est présent en Afrique, sur les escales africaines, au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal. Et là, il a pour objectif de suivre les traces des pionniers de l'aéropostale et des lignes de la TECOER et de soutenir des projets locaux, des projets d'aide et des projets centrés sur l'éducation. En Afrique, on fait les anciennes escales de l'aéropostale, Villa Sisteros, Port-Étienne, Cap Juby. Et en Amérique du Sud, c'est pareil. On essaye de choisir les États pour un maximum celles qui étaient desservies à l'époque par Guillaumet, Saint-Exupéry, etc. Comme on retrace la même ligne qu'eux, on repasse par les mêmes endroits, donc on peut avoir les mêmes difficultés. Je pense aux reliefs. Les reliefs, nous, ça va commencer dès les Pyrénées, donc on est obligé de contourner les Pyrénées. On va passer, nous, on passe d'habitude par Perpignan, sauf problème météo, quelqu'un on serait obligé de contourner, passer par Biarritz, mais on ne peut pas traverser les Pyrénées. Donc ça commence dès la France. Et derrière, 2 derrière, 1 9 devant. On essaye d'optimiser un maximum l'espace qu'on a à bord. C'est pas toujours évident de rendre le vol quand même assez confortable. Et en essayant de caser toutes nos fournitures, on n'est pas loin de la masse maximale de l'avion au décollage. Il y a un point qui s'appelle Bouche d'Our. Ouais, j'ai mis, il est là. Bouche d'Our, c'est beau. Une fois arrivé à l'aéroport, tout le monde prépare son avion. Donc chaque équipage est responsable bien évidemment de son avion. Et on essaye de répartir les tâches. Il y en a par exemple un de chaque avion qui va s'occuper de son essence. Un autre va partir voir les autorisations, les plans de vol à la tour de contrôle. Et puis un autre va s'occuper de remplir les papiers pour la gendarmerie et les militaires. Ensuite, moi je regroupe, en tant que chef pilote, je regroupe tous les équipages et je leur fais un briefing pour leur rappeler les points essentiels de la navigation. Ensuite, l'avion ouvreur décolle à ce moment-là, pendant que je fais le briefing. Les autres avions suivent par ordre de vitesse, une demi-heure après que l'avion ouvreur soit parti.
Et soit l'après-midi, donc on a soit des visites d'associations que l'on aide financièrement ou d'actions culturelles. À 19h, on reçoit tout le monde, on fait le débriefing de la journée, on écoute les remarques s'il y en a, et on les briefe pour la journée du lendemain. À quelle heure on part, par où on passera, quelles sont les prévisions météorologiques, quelles sont les formalités administratives, réglementaires, etc. Au Maroc, on soutient des associations locales. Également, on soutient une école à Tarfaya, à Cap Juby, le pays du Petit Prince. En Mauritanie, on soutient 6 écoles, à Nouadhibou, Nouadchok, à Tar. Au Sénégal, on soutient une de 3 écoles, une à Saint-Louis, une à Dakar et une à Ziguinchor en Casamance. À Madagascar, le Raid de la TECOER soutient des projets des associations locales, d'une association française qui s'appelle SOS Village Enfants, qui est présente dans 5-6 villes à Madagascar et qui a pour objectif de réinsérer les enfants démunis dans le cursus scolaire. Le Raid de la TECOER est partenaire, donc finance des fournitures scolaires, mais également permet à ces enfants de découvrir l'aéronautique et de les faire voler. Donc on leur offre des baptêmes de l'air. Il y a quelque chose de magique qui se passe à bord de l'avion et on a des enfants qui sont impressionnés au départ et puis qui redescendent avec le sourire. Ils vont en parler pendant plusieurs jours à l'école chez eux et ça c'est absolument fabuleux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui est important. Depuis 2013 avec les étapes malgaches et en 2014 avec les étapes européennes, le Raid de la TECOER s'inscrit dans la lignée des grands raids européens des années 20-30. Au niveau des étapes européennes, ce qui nous importe en fait, c'est de partir à travers ce Raid d'Europe avec l'esprit en fait de Pierre-Georges Latécoère et de ses pionniers qui ont relié les pays en laissant une trace dans chaque pays et en permettant à chaque pays en fait de mieux connaître les autres. Notre idée en fait à travers les étapes européennes, c'est permettre à chaque pays de montrer une page glorieuse de son histoire de l'aviation, hors guerre forcément, et de la faire découvrir aux autres pays européens. Et on va demander à chaque escale de nous écrire une page de son histoire. Alors on a beaucoup de personnes de l'aviation, beaucoup de pilotes, mais on a aussi des accompagnants ou des passagers. Donc on peut avoir soit des femmes ou des maris de pilotes qui vont venir avec nous. On peut avoir des personnes intéressées qui ne sont pas pilotes. Alors soit elles font le choix de toujours être en place arrière en passager, avec les pilotes à l'avant qui changent à tour de rôle. Soit moi en tant qu'instructeur, je peux faire piloter n'importe qui. Donc je peux prendre quelqu'un qui l'ait déjà piloté un petit peu ou pas du tout, le faire piloter pour qu'il retrace encore un peu plus cette idée de faire revivre l'aéropostale et de reprendre les commandes d'une machine qui trace cette ligne. Avec ces raids, les gens dépassent déjà le côté de tourner en rond autour d'une piste. Ça leur permet peut-être de voler dans des conditions qui sont plus difficiles, mais avec une assurance et une protection, une assistance qui leur débriefe la météo et tout ça, dont Carole fait partie. Dernier remplissage, dernier vol. Ça fait un peu triste quand même, c'est pas facile. On sait qu'après, c'est une page qui se tourne, voilà, comme un carnet de vol finalement. C'est la dernière page. Et le BA, c'était de la folie. Je pense que ça peut même pas se décrire en fait, faut vraiment le vivre. Bon, moi, Hervé m'avait dit comment ça allait se passer à peu près, mais ça avait rien à voir, c'était encore beaucoup plus fort avec les enfants, les paysages, l'ambiance. Il y avait une super ambiance avec toute l'équipe. Je me dis qu'ils avaient du sacré courage quand même, parce que nous, maintenant, il y a le GPS, il y a les satellites, il y a plein de choses, on a plein de moyens radio. Ils étaient juste avec leur petite boussole et puis à regarder devant, à suivre des traits de côte, faire ce qu'ils faisaient avec des machines qui tenaient pas la route, faut le dire franchement, c'est du respect.